Ah, l'Authority, Stephanie McMahon et Triple H, mais il y a également eu beaucoup de membres. L'Authority était quand même un clan, ma foi, assez célèbre et qui a laissé quand même une sacrée trace la dernière décennie à la WWE. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les catcheurs qu'ils ont enterrés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Point Catch. Donc aujourd'hui, un nouvel épisode des catcheurs enterrés par d'autres catcheurs. Et c'est un format qui, je le sais, vous plaît beaucoup. C'est le format de Point Catch qui fait le plus de vues à chaque fois. Donc voilà, ça saute un peu aux yeux. Et j'aime bien vos petites propositions dans les commentaires et tout. Je prends en note. Mais aujourd'hui, du coup, je vais essayer de m'intéresser à quelque chose d'assez particulier parce que voilà, c'est vrai qu'il y a j'ai encore pas mal d'idées de catcheurs qui ont enterré d'autres catcheurs, mais là aujourd'hui on s'intéresse un peu à une entité qui a enterré d'autres personnes. On pourra faire ça également plus tard avec la WCW par exemple, mais aujourd'hui on va donc s'intéresser à l'Authority. L'Authority, donc c'est un groupe qui a été créé vers 2013-14, composé donc du coup de Triple H et Stephanie McMahon qui représentaient donc les figures d'autorité. C'est pour ça qu'on appelait ça The Authority. Et globalement, l'autorité, pour ceux qui connaissent pas, c'était juste en fait des gens qui avaient le pouvoir et qui étaient des véritables sacs à merde. Enfin, il faut dire les choses comme elles étaient. En tout cas, bon, c'était du kayfabe, bien entendu, c'était de l'acting, mais ils représentaient quand même ces espèces de PDG ou de patrons assez durs sur l'homme, voilà, qui sont impitoyables, qui n'ont aucune pitié pour les faibles, par exemple. Et l'Authority, ça a quand même conduit à certaines des meilleures storylines, peut-être de l'histoire, notamment une avec l'avènement de Daniel Bryan, qui était contre l'Authority, mais ça a aussi quand même enterré un paquet de monde. Et on va en parler, eh bien, tout de suite. Alors en guise d'introduction, je vais vous parler d'un autre clan. Alors je vais pas l'insérer dans les 5, mais je vais vous parler de la League of Nations. Est-ce que vous vous rappelez de la League of Nations? Et oui, la League of Nations, c'était donc Alberto Del Rio, Sheamus, Wade Barrett et Rusev. Et chacun représentait une nationalité. Une nation, c'était un clan heel avec un potentiel extrêmement fort. Ils étaient extrêmement prometteurs. Et le problème, je crois que c'est qu'ils sont arrivés en même temps que l'Authority et que du coup, ils sont passés complètement au second plan. En plus de ça, avec un booking un peu à la merde, puisque ils étaient constamment, ils passaient pour des clowns à chaque fois, alors qu'ils auraient dû être un clan assez dominateur, une espèce d'évolution 2.0, pourquoi pas, pour la League of Nations. C'est compliqué de dire que c'est l'Authority qui a enterré la League of Nations, même si je pense qu'il y a quand même une certaine cause à effet, un lien de causalité, une corrélation. On peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais je pense juste que la WWE a vraiment merdé avec ce clan-là et que c'est l'un des plus gros gâchis, peut-être, de la décennie à la WWE. Allez, parlons du premier nom, s'il vous plaît, qui a été enterré par l'Authority, et je vais vous parler maintenant de Dean Ambrose. Oh là 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 là, mais quel dommage, quel mauvais choix pour Dean Ambrose. Putain, revenons un petit peu en 2016, s'il vous plaît. Donc là, c'est un peu... l'Authority, ça démarre en 13-14, mais ça dure au moins jusqu'en 2016-17 même, je crois. Même plus, peut-être. En tout cas, Dean Ambrose... Alors... Petit aparté, il y a beaucoup de gens que l'Authority a mis over. Seth Rollins, Randy Orton, Daniel Bryan, j'en ai plein en tête. Il y a beaucoup de gens qui ont profité de ça. Dean Ambrose, c'est l'inverse. Dean Ambrose, lui, ça lui a... je dirais pas de niquer sa carrière, mais en tout cas, ça lui a mis un sacré plomb dans l'aile. Pour rappel, en 2016, Seth Rollins se blesse. Enfin, fin 2015, il se blesse, il rend la ceinture. On imagine à l'époque une rivalité pour WrestleMania entre Roman Reigns et Dean Ambrose qui tournerait heel à l'époque. Sauf que non. Dean Ambrose est laissé au placard, il ne gagne pas le Royal Rumble 2016, c'est Triple H qui prend cette place et qui devient donc champion de la WWE pour affronter Roman Reigns à WrestleMania 32. Ok, très dommage quand même pour Dean Ambrose, étant donné en plus que son match à Roadblock juste après le Royal Rumble 2016 contre Triple H est excellent, que Dean Ambrose prouve à ce moment-là qu'il a la stature pour être une star à la WWE, qu'il a le potentiel pour être un main eventer, et ben non. Eh ben non, il se fait enterrer et on donne le spot à Triple H qui a rien à voir globalement dans cette rivalité, mais qui est quand même, enfin si quand même un peu, mais qui a quand même rien à voir sur le ring. Il n'est pas full-timer, au contraire il est presque retraité. En tout cas on lui donne ce spot là et on délaisse un peu Dean Ambrose, ce qui est extrêmement dommage. Bon, la rivalité est assez bonne entre Triple H et Roman Reigns, mais je trouve ça très dommage pour Dean Ambrose. Derrière, il a une espèce de lot de consolation en remportant le Money in the Bank en 2016 et en cachant juste après. Et voilà, putain, tu mets le main event de WrestleMania 32 à Dean Ambrose, je pense que ça rabat un peu les cartes et peut-être que ça change toute son histoire après sur les années qui suivent.
Un autre catcheur qui a été enterré par l'autorité, et ça c'est dramatique, ça vraiment c'est dramatique, c'est Sting. Et oui, Sting arrive en 2014, fin 2014 à la WWE, énorme face, super légende du catch qui n'avait jamais mis un pied à la WWE, c'est l'événement principal, la storyline est bonne, même si on aurait peut-être aimé aussi un Undertaker Sting, on l'a pas eu, en tout cas on a ce Triple H Sting qui est dans la boîte et qui est plutôt bien amené, hein, pour WrestleMania 31 en 2015, c'est plutôt bien fait comme histoire, comme scénario. Le problème étant qu'en fait, Triple H a gagné ce match et qu'il n'aurait, je pense, jamais dû le gagner. En fait, je ne comprends pas l'idée. Est-ce que c'était vraiment, tiens, on va prouver à tout le monde, au monde entier, que vraiment on a cassé la WCW à l'époque, qu'on les a battus, et donc tiens, Triple H va battre Sting pour bien montrer que la WWE est le maître du monde. Je trouve que ça a vraiment... Ça sonne un peu bizarre dans ce match. En plus, un match qui est quand même assez bon malgré tout. Bon, il y a un peu d'overbooking avec NWO et DX. Ok, ça fait un peu de fanservice pour les anciens fans, c'est cool. En tout cas, cette défaite de Sting ne l'a pas beaucoup aidé. Alors après, Sting était déjà vétéran. Peut-être qu'il n'avait pas forcément besoin de gagner, mais un mois plus tard, il est dans la rivalité contre Rollins, toujours contre l'autorité dans le match pour le titre. Hein. Un ou deux mois plus tard, à Night of Champions. Donc, n'empêche, ce qui a vraiment enterré Sting, c'est plutôt la blessure à la nuque qu'il a subie des mains de Seth Rollins. Mais quand même, pourquoi ne pas faire gagner Sting pour avoir un feel-good moment à WrestleMania 31 ? Bon, c'est comme ça. Triple H a gagné, c'est dommage, mais on va pas réécrire l'histoire. Allez, un autre nom qui a été enterré par l'autorité, et ça va peut-être vous surprendre, enfin pas tant que ça. C'est un peu moins clinquant que les deux premiers noms dont je viens de parler, mais c'est le Big Show. Et oui, le Big Show. Et le Big Show, il était un peu comme Kane, un petit peu dans l'autorité à l'époque. Voilà, il était heel, des fois il était face, des fois il était heel. Là, il était heel, et voilà, le Big Show était payé pour tabasser des mecs. C'était assez bizarre cette espèce d'utilisation du Big Show. Et puis surtout, le Big Show, il est passé pour un âne en fait. Clairement, il était heel, mais on le forçait à faire des choses. À un moment donné, je me rappelle, il pleurait sur le ring. Il y a cette espèce d'émote là qui est sur mon Discord, sur Twitch, avec le Big Show qui pleure comme ça. Je pense que ça ne l'a pas aidé. Alors, ça ne l'a peut-être pas enterré, mais après ça, en fait, le Big Show, il y avait plus de Big Show. Plus rien. Il était plus impliqué du tout dans les storylines, dans les histoires. C'était un peu sa dernière grosse storyline. Et putain, Big Show, c'est un vétéran. Il a tout donné pour la WWE. Je trouve ça un peu difficile de l'utiliser comme ça. Alors après, sans doute que c'est comme pour Sting. Hein. Sting, il a dû accepter de perdre. Mais pour le Big Show, je trouve ça un peu dur, étant donné que le mec a vraiment tout donné et qu'il termine un peu sa carrière à la WWE comme ça, en fait. Le Big Show, il a jamais eu d'adieu magnifique, jamais de dream match à WrestleMania pour finir sa carrière. Non, il a fini avec cet angle de l'autorité là en 2015, bof, où il est passé pour un clown, clairement. Et puis derrière, bah, c'était fini. Derrière, on l'a plus vu. On le voyait de temps en temps pour les segments avec les célébrités. Et puis après, bah, Big Show sur Netflix, quoi. Donc bon... Je suis un peu déçu pour le Big Show parce qu'en vrai, j'ai toujours trouvé ce moment-là dommage et tout à fait passable. En fait, on aurait très bien pu se passer de ce moment-là où le Big Show se met à pleurer sur le ring parce que ils sont méchants l'autorité. Dommage. Quatrième nom de cette liste, et là je sais que ça va vous parler, que ça va vous faire tilt, puisque bien entendu, bien sûr, je vais vous parler de CM Punk. Et oui, putain, CM Punk qui s'est fait enterrer par l'autorité, mais alors tellement que derrière il s'est barré. Compliqué, revenons un petit peu en arrière. CM Punk en 2013 du coup est tout seul, il se sépare de Paul Heyman, il affronte Lesnar, ensuite il est dans une rivalité contre le Shield, il y a Ryback aussi. Il vogue un peu entre deux eaux. Et après Royal Rumble 2014, tout s'accélère, il rentre un peu en rivalité avec l'Authority, notamment avec Kane à l'époque qui était dans l'Authority. Et il se fait sortir du Royal Rumble par Kane qui n'était pas dans le match. Derrière, on amorce une espèce de storyline entre Punk et l'Authority pour déboucher sur un match à WrestleMania 30 entre CM Punk et Triple H. C'était dans les plans. Sauf que ça se passe extrêmement mal, hein, puisque le lendemain du Royal Rumble, ça part en couille grave, puisque CM Punk se barre et ne revient jamais à la WWE. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Même si lui n'aurait pas voulu faire telle promo, il était aussi un peu vénère par rapport à un médecin de la WWE. Bref. On n'y était pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, cette storyline, je suppose, entre Punk et l'Authority n'a pas forcément aidé à ce que CM Punk reste à la compagnie, à la WWE, et a précipité son départ. Donc bien entendu que CM Punk mérite d'avoir cette place dans cette liste des catcheurs enterrés par l'Authorité, et c'est extrêmement dommage quand on y pense.
on n'y pense pas tout de suite, peut-être qu'on fera un petit « et si », une petite uchronie si CM Punk n'était pas parti. Ah oui, on fera ça sûrement bientôt. 5e nom de cette liste, un petit peu plus discret. Je vais vous parler d'un catcheur qui s'appelle Eric Rowan. Et qui Eric Rowan? Et oui, Eric Rowan qui a fait partie également de toute cette histoire autour de l'autorité. Il me semble que c'était aux alentours d'ailleurs de Survivor Series 2014 et qui avait justement un gros potentiel, pourquoi pas pour Rowan, Juan Cortez, comme dans Far Cry 6. Non, Rowan, Eric Rowan. En tout cas, voilà, pour moi, Rowan, il y avait une certaine carte à jouer à l'époque. On était en fin 2015, à la fin de la Wyatt Family, enfin sa première version. Harper était, je crois d'ailleurs, un membre de l'autorité, il me semble. Et on avait donc Rowan qui était dans cette équipe et qui était potentiellement apte à faire mieux dans cette histoire. Ça fait partie un peu des dommages collatéraux, je trouve, Rowan, et je trouve ça dommage, ça ne l'a pas beaucoup aidé, et on savait pas quoi foutre de Rowan en fait, c'est ça le problème, et Harper ça a été un peu pareil. Là je digresse un peu, je pars un peu dans d'autres trucs, mais Harper et Rowan, en gros, il y avait bien mieux à faire avec ces mecs-là, et à chaque fois ils étaient vraiment foutus à droite à gauche, alors que voilà, deux costauds, deux monstres comme ça, bon... Dommage, en tout cas Rowan n'a pas du tout participé à... Enfin il n'a pas éclos durant cette période un peu contre l'autorité et malheureusement eh bien on peut peut-être penser que l'autorité a enterré Eric Rowan, même si bon pour lui c'est un peu moins flagrant que pour les 4 autres. Voilà pour les 5 catcheurs enterrés par The Authority. Alors, The Authority quand même a fait quand même beaucoup de bien au catch, notamment à l'époque, donc voilà, c'est encore une fois des dommages collatéraux. C'est surtout dommage pour Dean Ambrose et CM Punk, je trouve. Après les autres, bon, ça se discute, mais surtout Dean Ambrose et CM Punk ont énormément souffert de leur rivalité contre The Authority. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Et bien oui, on en parle tout le temps. Discord, c'est un peu la folie, hein. On parle beaucoup de catch, ça se passe super bien. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la Team Doc sur Discord pour pouvoir partager autour du catch nuit et jour, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'était le Dr Wrestling. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.